Heureuse de vous voir nombreux dans cette salle, surtout également en ligne. N'oublions pas que nous avons une très grande communauté qui participe activement en ligne et je souhaite la bienvenue à ceux qui sont en train d'entrer. C'est un très grand honneur d'accueillir l'UNICEF Genève et nos remerciements au bureau d'UNICEF Genève pour la chaleureuse hospitalité et d'avoir rendu cet événement possible. Nous le faisons ensemble. Et donc, le plaisir d'inviter Madame Annalise Bourrel, conseillère principale pour la nutrition et la protection sociale à l'UNICEF. Bienvenue, Annalise. Merci beaucoup. Merci à beaucoup d'entre vous qui êtes ici avec nous ce soir. Bonjour, bon après-midi et à tous ceux qui sont avec nous en ligne. Au nom de l'UNICEF, c'est un plaisir et un privilège de vous souhaiter la bienvenue à cet événement parallèle sur le sur l'enregistrement à grande échelle. Nous, en tant que UNICEF, nous sommes heureux de co-organiser qui vise à mobiliser l'action mondiale dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 7619 qui demande d'agir plus rapidement pour prévenir les carences en micronutriments et d'autres conséquences comme le spina bifida. Je voudrais exprimer le gouvernement co-auteur, le Bangladesh, Chili, Pakistan et les Philippines pour leur leadership pour faire avancer l'enrichissement des aliments à grande échelle et pour leur présence à cet événement. Votre engagement nous inspire. C'est merveilleux de voir un groupe si diversifié réuni ici aujourd'hui, les États membres, les agences des Nations Unies, la société civile, les experts techniques et les champions de la nutrition. Nous tous unis par un objectif commun, faire en sorte que les nutriments soient abordables et disponibles partout dans le monde. Comme vous le savez tous, l'UNICEF a une approche systémique pour améliorer l'alimentation des enfants et des femmes. Nous pensons qu'il est important de s'appuyer sur la protection sociale, l'éducation et pour que les femmes et les enfants aient les aliments dont ils ont besoin et que cela apporte un changement de comportement dans les pratiques nutritionnelles et d'avoir accès aux services nutritionnels. Pour l'UNICEF, le système nutritionnel est un agenda mondial et l'enrichissement des aliments est un objectif essentiel pour améliorer l'alimentation, la santé partout dans le monde. Le travail qui va être décrit aujourd'hui démontre que l'enrichissement des aliments doit être enraciné dans le discours de l'amélioration de l'alimentation. UNICEF est très fier de travailler avec nos partenaires, y compris l'OMS, GAIN et d'autres, pour appuyer le gouvernement, pour planifier et mettre en œuvre de façon efficace les interventions d'enrichissement des aliments avec des bénéfices tels que comment empêcher le spina bifida. 2025 est une année historique, cette année étant l'année des opportunités et de l'accélération dans un contexte, bien sûr, de coupe de financement. Les enrichissements des aliments constituent une des interventions qui peuvent améliorer le capital humain, surtout pour les plus vulnérables. Nous voyons qu'il y a un élan. Aujourd'hui, quelques 24 engagements ont déjà été faits pour l'enregistrement des aliments par des gouvernements et des agences, y compris l'engagement de l'UNICEF. Et sur ces 24, il s'agit d'actions menées par des gouvernements ou engagements pris par le gouvernement. Il ne s'agit que d'un nous n'avons même pas encore atteint le compte final. Nous sommes positifs que l'engagement final va dépasser nos attentes.
Ce signal de volonté politique, les pays sont en train de mettre en priorité l'enrichissement des aliments et comme intervention essentielle pour la transformation des systèmes alimentaires. Aujourd'hui, ce que nous faisons doit encourager le dialogue. Utilisons cette plateforme pour traduire dans la pratique les engagements qui ont été pris. Partageons et écoutons les innovations nouvelles et identifions les voies et moyens de faire davantage pour réduire les lacunes en matière de législation, d'appui technique et de financement. Que ces réalisations inspirent d'autres États membres et les partenaires pour prendre d'autres engagements ou renforcer, bien sûr, les engagements déjà existants pour les actions d'enrichissement alimentaire. Merci encore une fois d'être avec nous, avec votre énergie et collaboration. Cet événement sera un succès pour entraîner un changement véritable pour une meilleure nutrition partout dans le monde. Merci beaucoup, Annelise. Vous avez parlé de l'UNICEF et son système, son approche au système et les 2025 qui sera une année charnière. Peut-être quelques informations pratiques qui m'ont été conseillées. Si vous avez des difficultés à entendre, vous avez bien sûr un écouteur. Si vous avez des difficultés à entendre, vous pourrez certainement, avec ces écouteurs, nous entendre mieux. Comme les analystes nous l'ont dit il y a 2 ans, l'OMS a adopté une résolution qui s'appelle Agir plus rapidement pour prévenir les carences en micronutriments et leurs conséquences, compris le spina bifida et d'autres malformations du tube neural grâce à un enrichissement efficace et sans danger. Aidez-moi à donc souhaiter la bienvenue à Kamal et Lou, directrice du département nutrition et sécurité alimentaire à l'OMS pour quelques remarques de bienvenue. Alors, après tout cela, je ne sais pas quoi dire. Merci pour l'introduction. Et au nom de l'Organisation mondiale de la santé, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance aux organisateurs d'avoir organisé cette réunion. Je pense que la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a 2 ans. Et c'était le résultat de beaucoup d'actions au niveau de la société civile et pour intervenir, pour que nous ayons une thématique qui ferait l'objet d'une résolution, comme la nutrition. Les communautés ont appris les uns des autres, les unes des autres, et ont partagé les expériences et continuent à faire le plaidoyer afin que la fortification, l'enseignement soit au centre des questions de santé. Et vous aviez dit à l'époque que je me réveille tous les matins en réfléchissant à des solutions tous les jours. J'espère que maintenant vous réveillez en pensant comment accélérer ce travail. Et la tâche est loin d'être terminée. Nous savons que la fortification alimentaire est efficace du point de vue coût, mais nous ne devons pas penser que cela n'est pas coûteux, ce n'est pas moins cher. La fortification alimentaire nécessite de l'investissement, nécessite de l'investissement dans l'expertise, s'assurer qu'il y ait suffisamment d'approvisionnement et s'assurer qu'il y a la qualité garantie tout au long du processus et aussi le suivi de la part des entités de réglementation. Le suivi et l'établissement des rapports. Bien sûr, nous avons une excellente intervention et on sait qu'il y a eu des vecteurs d'alimentation qui ont bénéficié des alimentations et donc il faut avoir à l'esprit cette fortification et comment l'améliorer. Comment faire en sorte que les programmes puissent être plus élargis et avoir plusieurs vecteurs de
nourriture pour qu'on puisse satisfaire tous les éléments nutritionnels, ce qui était un élément très important dans la résolution. Je voudrais dire que l'OMS demeure engagée à travailler avec vous tous et à continuer à appuyer les pays dans leurs efforts pour évaluer le système et, et donner les informations nécessaires. Nous allons publier, nous visons à publier cette année des lignes directrices mises à jour pour l'enregistrement des aliments. Et vous connaissez certainement le manuel sur et qui est maintenant dans sa phase presque finale de la part de plusieurs intervenants. Nous espérons que toutes les questions pertinentes dans l'enregistrement des aliments vont être complétées dans le contexte, par exemple, de l'humanitaire, de la protection sociale, la numérisation et le rôle joué par les technologies numériques, en mettant l'accent, bien sûr, sur le suivi réglementaire. Avant, on mettait l'accent sur le suivi des programmes, mais aussi il s'agit maintenant de renforcer la réglementation et son application. La publication va être prête à la fin de l'été et va être validée. La réussite de cela est que ça va permettre d'améliorer la qualité des programmes. Si tous ces efforts sont effectués, reste 20, ça va être une honte. On peut travailler, je crois, avec les pays pour diffuser, que tout le monde comprenne la ligne directrice. Et je compte bien sûr sur les engagements des auteurs pour qu'on travaille ensemble pour diffuser et renforcer les capacités des pays. Et mettre en place une communauté des personnes, des acteurs pour l'enrichissement des alimentaires. Et je vois que c'est une communauté qui est en pleine mutation, que ce soit ceux qui sont dans la clinique, beaucoup de femmes engagées, le secteur privé aussi davantage engagé, ce qui est très bien. Il s'agit d'un effort multisectoriel. Les différents secteurs ont différents rôles complémentaires. Nous devons reconnaître cela. Ensuite, il y a un engagement à la demande des États membres, demandé au secrétariat de faire un rapport sur l'état d'avancement des fortifications. Où en sommes-nous actuellement? Où en sont les pays? Et où est-ce que nous voulons être en 2030? Voilà les questions essentielles. Nous collaborons avec différentes organisations pour élaborer un rapport interagence, que toutes les institutions des Nations Unies élaborent un rapport dans le contexte actuel du système alimentaire. Nous ne pouvons pas comprendre la fortification de façon isolée. Nous devons comprendre cela dans le contexte d'autres politiques visant à améliorer l'environnement de l'alimentation et l'aspect nutritionnel. Bien sûr, il y a plusieurs lacunes puisqu'on n'a pas encore atteint la couverture que nous estimions. Nous espérons aussi qu'avec cette publication, nous allons pouvoir dire où se trouvent les lacunes, mais quelles sont les solutions pour combler ces lacunes. Et peut-être on espère avoir des engagements permettant de combler ces lacunes. Sur ce, je vous invite à continuer à vous retrouver ensemble et continuer à avoir ces échanges. Nous exprimons bien sûr toute notre reconnaissance à tous ceux qui sont présents et j'attends avec beaucoup d'intérêt la suite de ces échanges et conversations. Merci. Merci infiniment et merci pour vos orientations. Surtout, il y a fort à faire. C'est important de renouveler notre engagement. C'est pour ça que nous sommes ici réunis. Ce soir, nous avons l'honneur d'être rejoints par des représentants de gouvernements qui ne sont pas simplement des champions de l'enrichissement alimentaire, mais qui sont aussi des co-hôtes de l'événement de ce soir. Veuillez vous joindre à moi pour saluer nos distingués panélistes, le professeur Dr. Jaffo, directeur général du ministère de la Santé au Bangladesh,
la professeure Abla Alafi, ministre adjointe de la Santé et de la Population et présidente du Conseil de la population en Égypte. Dr. Malik Safi, conseiller au ministère de la Santé de la République islamique du Pakistan, et la Dr. Azucena Dayan Hirang, secrétaire assistante au département de la Santé et directrice exécutive du Conseil national de nutrition aux Philippines. C'est vraiment formidable de vous voir ici tous réunis. Asseyez-vous tranquillement. Nous avons entendu parler déjà des engagements et des dialogues et des paroles encourageantes que nous avons entendues déjà dans cette salle, que nous entendrons encore tout à l'heure, mais tout va commencer maintenant pour de bon. Nous allons entendre tout d'abord le docteur Nguyen, le docteur Ayangirn, car nous savons qu'elle a un autre engagement. Ensuite, les Philippines ont fortement soutenu la fortification alimentaire pendant de nombreuses années. Vous avez soutenu la résolution de l'Assemblée sur la fortification alimentaire et récemment, vous êtes engagé à renforcer davantage l'enrichissement lors du sommet sur la nutrition pour la croissance en mars. Pourriez-vous nous en dire davantage, s'il vous plaît, sur le leadership du gouvernement des Philippines en créant des programmes de fortification durables et qui permettront de prévenir et de réduire les carences en micronutriments? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonsoir. C'est un honneur de représenter mon pays, les Philippines. En tant que responsable du Conseil de nutrition national, l'organe qui ordonne tous les éléments concernant la micronutrition. Et nous sommes très heureux donc d'être représentés à cette assemblée et parmi vous, je suis heureuse de renouveler mon engagement en faveur donc de la fortification alimentaire à grande échelle. Souvent, l'on parle de difficultés que l'on peut rencontrer, surtout lorsque des personnes sont confrontées à la famine dans le monde entier. Les plus vulnérables parmi nous, les femmes en âge de procréer, les enfants et les nourrissons souffrent en particulier on souffre des conséquences en silence. Il est important de réduire ces carences en nous fondant sur la science et le leadership des gouvernements. Il faut cette raison que le gouvernement des Philippines a toujours reconnu le rôle important qu'il doit jouer en élaborant des programmes d'enrichissement qui soient stables. Pour nous, la réglementation des politiques et les investissements publics doivent aller de pair avec les innovations et la collaboration, et ce, dans tous les secteurs. Ces 20 dernières années, les Philippines ont établi un programme très solide en matière d'enrichissement. Et il est important de se fonder sur les articles de base pour développer donc les possibilités qu'impliquent ces possibilités. Il est important également de tenir compte de la nécessité de créer des réseaux de sécurité. Ça a été adopté officiellement dernièrement. Un programme public a permis de fortifier le riz, en particulier pour les enfants en bas âge, les enfants d'âge scolaire et aussi bien sûr les femmes enceintes et les enfants jusqu'à 7 mois. Cela a été fixé dans la loi aux Philippines. Tous ces efforts, bien sûr, qui n'étaient pas faciles à déployer, ont impliqué beaucoup de difficultés, mais nous avons constaté une réduction de l'anémie et aussi des carences parmi les groupes les plus vulnérables. Et ceci concernant les enfants d'âge scolaire et les femmes en âge de procréer. Dans l'intervalle, la prévalence des
et malformations restent toujours très importants. 9% des femmes en âge de procréer sont touchées par ces malformations. Néanmoins, aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que les Philippines sont en train de prendre des mesures importantes en révisant les normes en matière d'enrichissement afin d'inclure l'acide folique et l'utilisation des formes disponibles de fer. Ainsi, l'on permet d'éviter les malformations, les carences et bien sûr le spina bifida et d'autres malformations de tube neural dans les groupes vulnérables. Il est important pour cela que nous renouvelions notre engagement dans ce domaine, ainsi que nous l'avons fait à la 76e Assemblée. Et il est important également que nous renouvellions notre engagement. Nous l'avons fait dernièrement et lors du sommet à Paris, la nutrition pour la croissance. Nous sommes heureux des initiatives qui ont été prises dans le domaine de la fortification et qui ont permis de développer la situation. Et le département de la science et de la technologie a organisé également des études, a mené des études scientifiques concernant la politique que nous entendons suivre. Nous savons que que la fortification à grande échelle doit reposer sur des fondements très clairs, des réglementations qui soient claires et un soutien financier de la part des acteurs concernés. Nous sommes déterminés à renforcer ce système auprès des producteurs de fortification maternelle afin que tout le monde, toutes les personnes concernées puissent bénéficier de cette alimentation fortifiée. Nous avons également un plan d'action pour la nutrition qui est un plan quinquennal de 2022 à 2028 et qui nous sert de modèle en matière d'action nutritive. Ce plan d'action implique les collaborations multisectorielles dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de la protection sociale, du changement climatique, de l'industrie, également des interventions concernant la malnutrition. Enfin, l'appel à l'action qui a été présenté souligne l'urgence qu'il y a à renforcer les stratégies en matière de fortification. Pour terminer, j'aimerais faire écho à ce que nous avons dit à propos de la fortification, à savoir qu'elle sauve des vies, mais il faut pour cela de la volonté politique, des modes de collaboration pour y parvenir. Les Philippines sont prêtes à continuer de travailler avec vous pour apprendre, pour partager, afin qu'à l'avenir, aucun enfant, aucune femme, aucune famille ne souffre des terribles conséquences de les malformations. Merci. De la malnutrition, pardon. Merci, docteur Diane. Merci pour votre soutien à l'événement de ce soir. Nous savons que vous avez d'autres engagements. Nous allons donc vous laisser partir et maintenant, nous allons passer au gouvernement du Bangladesh. Professeur Gabor, pour développer davantage la lutte contre les carences, qu'avez-vous entrepris dans votre pays pour renforcer, pour mettre en œuvre des programmes de fortification? Merci beaucoup. Salam alaikum, bonne soirée. Merci de venir participer à cet événement parallèle en marge de l'Assemblée. Tous les Mesdames et Messieurs les ministres, les secrétaires, les amis, partenaires, Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Bangladesh a fait énormément d'efforts pour renforcer le programme de fortification alimentaire. Il est important que, surtout en lien avec le fer, pour faire face aux carences existantes, nous avons eu recours, bien sûr, aux vitamines et aux minéraux. Nous travaillons dans le cadre de partenariats publics-privés qui sont couronnés de succès entre le gouvernement, les partenaires du gouvernement, comme l'Alliance mondiale
pour, comme GAIN, les agences comme le BAM, et l'UNICEF et le secteur privé qui ont joué un rôle crucial pour mettre en œuvre nos programmes de fortification. Nous cherchons à développer des normes qui permettront de surveiller la qualité et de garantir que l'on tient compte des conditions qui ont été fixées. Il est important également que les normes soient, et les instituts qui surveillent le respect de ces règles soient pris en compte. Il est important qu'un tel filet de sécurité nous permette de veiller à ce que des programmes soient mis en œuvre dont les femmes pourront pourront profiter en veillant à ce que toutes les populations vulnérables aient accès à une alimentation plus sûre. Et dans le secteur de l'industrie, nous avons pu donc faire intervenir des producteurs qui ont enrichi donc des produits de base. Il faut surveiller bien sûr l'assurance qualité et il faut suivre également ce qui se passe dans le domaine, tous les mécanismes qui permettront de mettre en œuvre une alimentation suffisante afin de réduire donc les carences et les malformations. Merci. Thank you. Merci, professeur Jafford, d'avoir partagé ces activités très promoteuses et interventions. Nous allons revenir vers vous avant de clôturer ce panel, mais il y a eu déjà des progrès très intéressants d'enregistrement des aliments. Il faut mettre l'Égypte notamment. Professeur Lafi, vous avez lancé en Égypte récemment l'enregistrement de la farine. Félicitations au gouvernement égyptien pour avoir pris ces mesures. Peut-être vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a entraîné la volonté politique et l'engouement alors que ce programme était un peu dormant il y a déjà plusieurs années. Merci infiniment. Tout d'abord, je voudrais remercier très sincèrement l'OMS et l'UNICEF et tous les co-organisateurs d'avoir organisé cet événement très important. La déficience en micronutriments et les carences en micronutriments ont des effets néfastes sur nos enfants et il faudrait qu'on sauve chaque enfant d'être imposé aux carences en micronutriments, ce qui entraîne bien sûr des incapacités. Le gouvernement égyptien, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et en partenariat avec plusieurs acteurs nationaux responsables de la mise en œuvre commune du programme, ainsi que le suivi commun du programme. Comme vous l'avez mentionné, l'Égypte a commencé l'enrichissement des farines en 2010 et qui a eu des impacts très positifs contre, par exemple, l'anémie et aussi d'autres malformations du tube neural. Et le programme, malheureusement, s'est arrêté en 2011 et on peut constater sur la base de nos statistiques en 2014 comparé à 2021 que l'anémie était 20% chez les enfants, avait une prévalence de 25, chez les enfants de moins de 5 ans et a atteint plus de 33% parce qu'on a arrêté justement cet enrichissement de la farine avec du fer et de l'acide folique. Et avec les mères allaitantes, puisque les femmes égyptiennes souffraient d'anémie parce que leur fortification, l'enregistrement était de l'enregistrement qui n'était qu'une supplémentation pendant la grossesse et parfois en période de lactation. Alors, l'Égypte a progressé dans le domaine de l'enregistrement des farines en fer et en acide folique.
le PAM a fourni les informations nécessaires pour évaluer le programme conformément et en collaboration avec l'Institut national pour accroître la consommation de fer et d'acide folique. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans le cadre de cet enrichissement? Nous avons ce qu'on appelle le primax des micronutriments, qui comprend bien sûr le fer et l'acide folique, a été d'abord importé des fournisseurs internationalement certifiés qui se conforment aux normes de l'OMS. Cependant, les entités locales sont maintenant impliquées dans ce qui donne un suivi et aussi la garantie de la chaîne de valeur. Et pour pérenniser, l'Égypte a mis en place un fonds national, puisque on sait maintenant qu'il y a des limitations du soutien qui vient de l'extérieur. Alors, les ressources nationales, à travers des partenariats publics et privés et des allocations par le gouvernement, ce fonds ont permis aux minotiers de procéder à ces enregistrements, et ça a accru la couverture et surtout le caractère abordable. Pour améliorer la qualité des renseignements, le ministère de la Santé a collaboré avec l'Institut national de la nutrition de l'Université du Caire pour mettre en œuvre des règles très rigides de suivi et de conformité. En 2024, plus de 30 000 producteurs ont été formés dans cette amélioration enrichissement. En outre, l'Égypte a combiné ses efforts d'enrichissement avec la campagne de sensibilisation et d'éducation qu'on appelle le programme de conseil aux familles, où nous avons une salle de conseil pour les familles, et tout le secteur de la santé primaire est couvert, et les conseillers suivent les femmes depuis la période prémaritale. Et une fois que les femmes sont mariées, on leur donne des conseils de reporter les grossesses jusqu'à ce qu'elles soient prêtes pour tomber enceinte, et ensuite prennent des micronutriments avant de devenir enceinte. Alors, dans les 5 semaines de la grossesse, les micronutriments après la grossesse n'empêchent pas toutes les malformations du tube neural. Mais il y a aussi, bien sûr, l'autisme ainsi que des déformations cardiaques, y compris le ralentissement de grossesse qui se passe en grande partie avant la naissance. Ensuite, nous avons une supplémentation en micronutriments. L'importance de la fortification en acide folique ne saurait pas être sous-estimée. Bien sûr, les malformations comme le spina bifida, et selon des études qui ont été menées, ces déformations congénitales résultent du fait qu'il n'y a pas de suivi et de prise d'acide folique pendant la grossesse. Et en Égypte, avant même la fortification des farines, l'acide fluorique était fourni déjà, et il y a eu bien sûr ainsi la prévention des malformations du tube neural en Égypte, selon ces études-là. Et UNICEF Égypte a mentionné cela dans son rapport. Et sur la base aussi de la supplémentation des micronutriments, l'Égypte a aussi enrichi le sel, et à travers l'iodation, on peut voir maintenant que dans tous les foyers, tous les sels sont iodés.
et ce qui a bien sûr contribué aux carences et aux malformations dues à la carence d'iode, surtout chez les enfants en âge de scolarité, et comme cela a été dit dans les différents rapports. Alors, la dernière supplémentation, c'est la supplémentation en vitamine A. Et nous avions vraiment des cas très élevés de cécité chez les enfants et nous donnons maintenant des farines enrichies à la vitamine A et nous avons ainsi réduit l'incidence de la cécité parmi les enfants. Dès l'âge de 9 mois, les enfants bénéficient de cette supplémentation en vitamine A. Notre expérience avec les bébés, nous avons dû travailler d'arrache-pied ensemble en utilisant l'élan de la résolution de l'OMS 76.19 où nous faisons tout qu'aucun enfant ne sera laissé de côté et sera protégé de cette alimentation enrichie en micronutriments. Merci. Merci, professeur Alafi, d'avoir partagé ces réflexions très importantes de votre parcours en Égypte. Je vais revenir également vers vous avant de terminer ce panel. Je me tourne maintenant vers Dr. Malik Sami, qui est conseiller au ministère de la Santé du Pakistan. Dr. Safi, quelles sont les réussites de l'enrichissement des aliments au Pakistan que vous voulez relever aujourd'hui pour ceux qui sont dans la salle et en ligne? Merci infiniment de nous avoir donné cette occasion de partager nos défis ainsi que ce que nous avons pu réaliser. Étant donné qu'il s'agit d'une question multisectorielle, la nutrition demeure laissée pour compte et n'a pas été vraiment prise au sérieux dans les planifications et dans les ministères qui interviennent dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation. Je vais partager quelques domaines essentiels d'intervention que le Pakistan, où le Pakistan est intervenu. Comme nous le savons tous, le Pakistan est confronté à beaucoup de défis. Nous avons un taux très élevé de ralentissement de la croissance chez les enfants. L'anémie chez les mamans est autour de 40%. Il en va de même pour les enfants. C'est donc très difficile, étant donné aussi au niveau des communautés rurales, 60% de la population vit en milieu rural et ces carences en micronutriments affectent ces populations en milieu rural. Et pour résoudre cela, avec le soutien des partenaires comme l'UNICEF, l'OMS et d'autres, le Pakistan a pu faire considérablement de progrès en procédant à un enrichissement des aliments à grande échelle pour justement combattre ou empêcher les carences en micronutriments. Il y a un certain nombre de cas de réussite qu'on pourrait relever. 80% de nos foyers consomment du sel iodé et plus de 80% de la matière grasse consommable est enrichie en vitamine D. Et cela est une avancée remarquable qui a commencé au début des années 70, au début des années 2000. Donc, en 2 décennies et demie, nous avons pu enregistrer quelques progrès. De même, avec l'iodation universelle du sel, avec une couverture de 72%, plus de 80% en 2018, ce qui a réduit les carences en iode de façon considérable. Une autre question
c'est l'appui législatif pour des lois qui rendent l'enregistrement des aliments obligatoire dans trois grandes législations qui ont cette législation en place et des trois autres ont ce processus en cours. Et il y a aussi la collaboration entre le gouvernement et les industries. Le gouvernement, le DFID a un programme de 2016 à 2020 où 25 000 installations de production ont été mises en place et plusieurs installations ont été équipées dans plusieurs districts. Dans 100 districts, ces installations ont été mises en place, y compris les réunions les plus éloignées, comme dans le nord du Pakistan. Ces efforts ont permis d'élargir l'enregistrement au-delà des grandes industries à des petits producteurs, petits exploitants qui constituent un grand pourcentage des minoutiers. Et cela a permis d'élargir ce programme de fortification en milieu rural, où, comme je l'ai dit, 60% de la population y vit. Le renforcement de la capacité et la sécurité qualité, nous avons plus de 1000 acteurs qui ont été formés en technique de fortification, en sécurité alimentaire et l'utilisation de l'assurance qualité, comme des photomètres et des laboratoires ont été aussi améliorés pour surveiller le respect des normes en matière d'enrichissement. Le bioenrichissement où le Pakistan enrichit le blé et adopte les normes de l'OMS en termes d'amélioration et d'enrichissement du riz afin de lutter contre ces carences en micronutriments. Le renforcement institutionnel, le ministère continue à jouer un rôle de premier plan pour avoir une cohérence de politique et renforcer les normes et au niveau du ministère de la Science et de la Technologie, on s'engage avec le secteur privé pour mettre en place des programmes d'enregistrement des aliments et permet un suivi et une conformité à la réglementation. Comme je l'ai déjà dit, cette question de la nutrition était un peu le parent pauvre et mais pour assumer leurs responsabilités, les ministères désormais ont élaboré une politique nationale pour les 10 prochaines années et sur 10 domaines essentiels. Un de ces domaines, c'est la nutrition, l'aspect nutritionnel que nous allons mettre en relief dans la politique nationale. Les gouvernements provinciaux vont aussi travailler en collaboration avec les décideurs politiques pour que ce domaine qui a été négligé jusqu'ici soit vraiment pris en compte. Et cela est une mesure considérable désormais prise par le gouvernement pakistanais. Auparavant, on ne pouvait pas le faire parce que c'était en raison de l'aspect multisectoriel. On ne savait pas trop qui était responsable. Un autre domaine très important, c'est un paquet de services comme services de santé primaire et secondaire et sur la base du programme de contrôle des maladies ou de lutte contre les maladies appuyé par la Banque mondiale. Dans ces programmes, on a aussi des éléments qui concernent la nutrition. Nous avons environ 80 000 femmes qui travaillent dans nos communautés et qui couvrent environ 60% de nos populations rurales. Et à travers ces personnes, nous avons revu le programme de formation, nous avons inclus les questions des carences en micronutriments et on s'assure que tout cela est pris en compte par nos prestataires de services au niveau des soins de santé primaire. Et
dès que nous allons dérouler ces services sanitaires et que cette politique entrera en vigueur, nous espérons qu'il y aura une amélioration notable. Le message essentiel est que l'enregistrement des aliments sauve des vies et Thank you, Dr. Safi. Merci, Dr. Merci. Ce n'est pas si simple que cela que de reconsidérer toutes les réussites auxquelles vous avez abouti. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Mais nous avons entendu parler de ce que vous avez fait, mais nous aimerions regarder aussi vers l'avenir. Avant de vous laisser partir, peut-être que vous pourriez partager avec nous quelques réflexions sur la route qui vous attend dans la voie à suivre dans votre pays. Quelles sont les initiatives que vous avez prises? Quels sont les défis que vous souhaitez relever? Je commencerai par le professeur Jaffor. Merci beaucoup. Le gouvernement du Bangladesh, en collaboration avec les partenaires de développement international, y compris l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition, sont en recherche de nouvelles initiatives pour lutter contre le Spina bifida en particulier. Nous avons décidé de nous engager en faveur de la situation qui consiste à suivre tous les engagements pris lors de l'Assemblée de la mondiale de la santé et lors du sommet Nutrition pour la croissance. Nous avons associé à de nombreuses initiatives, en particulier concernant la fortification alimentaire à grande échelle. Nous avons déjà pris plusieurs initiatives que l'on pourrait résumer comme la supplémentation d'acide folique, même si elle est déjà établie en tant que mesure de prévention contre le spina bifida. Le gouvernement souhaite développer ces programmes pour toutes les femmes en âge de progrès, surtout dans les régions rurales et dans diverses régions. Nous avons décidé aussi de multiplier toutes les possibilités pour faire face à des carences et à des malformations. Nous espérons ici pouvoir développer les possibilités en matière de fortification. Il est important de tenir compte de micronutriments comme le zinc, le fer, la vitamine A, la vitamine D. La vitamine A est très importante, comme nous le savons, et il faut donc que nous trouvions le moyen d'être à la hauteur des normes qui ont été élaborées, en particulier les vitamines A et D, en essayant de résoudre aussi les autres problèmes qui existent dans ce domaine. Il y a des discussions en cours concernant la fortification dans le domaine d'autres aliments, le riz, l'huile, etc. Nous avons également mis en place des programmes communautaires. Le pays essaie de prévenir les malformations du tube neural en organisant des campagnes de sensibilisation pour informer les femmes de l'importance qu'il y a à se faire analyser avant la conception. Et pourquoi il est important aussi de recevoir une fortification en vitamines. Il faut pouvoir faire face à la situation. Nous avons commencé à le faire il y a longtemps déjà et nous essayons de développer les nouvelles politiques adoptées en 2024. Nous essayons d'élaborer des solutions durables en matière de politique alimentaire et nous avons pris des engagements à long terme en matière d'enrichissement alimentaire. Il faut pouvoir ainsi combattre toutes les malformations qui débouchent sur des complications. Et donc, tous les carences de micronutriments restent un vaste sujet de préoccupation. Beaucoup de femmes étant touchées.
Et nous l'avons constaté en 2019, une enquête avait été faite et on avait décidé à l'époque de renforcer les micronutriments. Ce que nous croyons, voilà, ce que nous devons continuer à travailler ensemble. Rien n'est impossible si nous ne sommes pas réunis. Inch'Allah. Professor Lalfi, same question to Je you vous for pose brief également la reflection même on the road question. ahead of us. Quelques réflexions sur la route qui s'ouvre devant nous. Madame? Bien, comme je l'ai mentionné, le programme de fortification des farines, nous l'appelons pain fortifié, et nous avons lancé donc un programme 2023. Nous essayons de couvrir les populations qui sont les plus frappées, et nous essayons de passer par le ministère de l'approvisionnement en alimentation. Grâce à un système subsidiaire, nous pouvons ainsi élaborer un programme qui permet avec le gouvernement d'aider également toutes les personnes en leur proposant un pain enrichi. Tout cela pour nous assurer que tout le monde, que toutes les personnes qui sont désavantagées dans le pays puissent en profiter. Nous essayons de cibler les personnes les plus faibles, et grâce à un indice de vulnérabilité qui a été élaboré par le gouvernement compte tenu des indicateurs de sécurité alimentaire. Ce programme relève d'un système de protection sociale afin que ces subventions puissent atteindre les plus pauvres et les plus vulnérables. Le gouvernement renforce également ce système pour être sûr d'atteindre les plus marginalisés en veillant à l'intégration de tous de manière à maximiser l'impact auprès des plus vulnérables. Donc, tenir compte des plus vulnérables. Deuxièmement, nous voulons également suivre les différentes étapes du système pour que ce programme soit chronique. Troisième question, nous nous concentrons sur la nécessité de tenir compte du bien-être de chaque bébé avant sa naissance, afin de tenir compte aussi des besoins des nourrissons. Et le 12 mai 2025, nous allons lancer un programme national de prévention donc de retard de croissance et de malnutrition, en combinant trois grandes questions qui sont la santé, la supplémentation, la fortification et la protection sociale. Nous nous concentrons donc sur l'examen des enfants. Nous accompagnons au niveau des soins de santé primaires et nous essayons de leur accorder aussi une protection sociale compte tenu de la nécessité de tenir compte de la fortification et de la supplémentation, et dès le groupe d'âge prémarital. Vous savez que 70% de notre population est traitée aussi dans le secteur privé. Et c'est là que nous pouvons également mesurer beaucoup de personnes. Nous essayons donc d'associer tous les nourrissons dans le soin de santé primaire, et nous pouvons ainsi les suivre, et nous sommes passés au système numérique pour que tout le secteur privé soit relié au secteur public, pour que chaque enfant qui est suivi dans le secteur privé puisse être supplémenté par les micronutriments. En fait, j'aimerais aussi répéter qu'en Égypte, depuis 2018, nous avons travaillé dans ce domaine, et grâce à l'une de nos études, nous avons étudié de très près les retards de croissance, et grâce à la fortification, la protection sociale
les conseils et le suivi permanent. Le groupe que nous avons suivi depuis le début de la grossesse est passé de 3% et à 4,5% pour le groupe qui est né donc après la naissance. Ainsi, donc, on a pu réduire les risques de spina bifida. Même si vous avez les meilleurs chirurgiens au monde, si vous avez un, un enfant qui donc ne se déplace pas, qui souffre vraiment, nous savons ce que cela veut dire. Donc, nous apportons tout notre soutien en faveur de ce mouvement vers donc l'accompagnement en micronutriments. Mais, Dr. Safi, veuillez nous faire part de vos réflexions rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup encore une fois. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et nous croyons fermement que la fortification à grande échelle est une stratégie qui s'impose pour tenir compte des carences en micronutriments. Sur cette base, il importe maintenant de consolider notre processus de législation dans l'une de nos provinces, le Pendjab, qui est la plus grande, 50% de notre population. Nous allons donc prôner cette nouvelle législation. Ailleurs également, il faudra mettre en œuvre les règles qui ont été mises en place. Donc voilà, donc le processus qui nous attend. Autre chose également, il nous faut suivre le système qui aurait été mis en place pour veiller à ce que on ne se moque pas de la population et que cette fortification alimentaire ait vraiment lieu. Il faut contenir les investissements dans les programmes de formation, pour les politiques également, et vérifier si les personnes qui sont engagées font bien leur travail et une sensibilisation, la sensibilisation du public à d'autres domaines clés qui exigent de la communauté qu'elle reconnaisse l'importance de bénéficier de ces aliments fortifiés. Donc, il faut que dans tous les programmes, nous tenions compte également de la nécessité de les associer à ces programmes. Il faudra en tout cas veiller à ce que ces programmes aient un impact, en particulier sur la protection maternelle et la protection infantile. Autre point, au cours de cette session de l'Assemblée générale, plusieurs résolutions ont été donc mises en avant. Sur les substituts alimentaires, vous savez exactement de quoi il s'agit. Nous allons également soutenir cet aspect au Pakistan, car certaines entités commerciales envoient déjà un produit pour qu'il soit commercialisé. Et c'est donc une étape importante. Il faudrait aussi intégrer différents points clés. Il faudra tenir compte aussi de notre production nationale. Il faudrait qu'elle soit donc suffisamment réglementée et soutenue. Et c'est un point important. Et l'un de nos principaux objectifs sera de faire en sorte que ces producteurs soient intégrés dans un cadre de fortification pour cibler les systèmes et les équipements et la nécessité de tenir compte du développement. Et puis, il faudra aussi tenir compte du secteur privé, surtout du secteur donc, des minotiers. Il faut pouvoir les associer pleinement à nos efforts. Ce sera pour nous une priorité. Donc, il faut qu'ils participent également pleinement à ces programmes de fortification, sans quoi nous n'aurons aucun succès. Il faut également qu'il y ait des mécanismes de dialogue transparent, une interaction régulière. Il est important d'aligner donc les différents stimulants et cela en vue d'un développement qu'on ait de succès. Il faudra aussi que les femmes puissent se voir accorder une participation réelle à tous les niveaux de la production. Et c'est essentiel pour
parvenir à des progrès réels en matière de malnutrition. Voilà donc les quelques domaines sur lesquels nous nous concentrerons au Pakistan. Merci. Merci beaucoup. Votre engagement reflète l'espoir pour un avenir proche et lointain. Merci de vous être engagé dans cette discussion que nous avons déjà lancée et votre soutien est d'autant plus important à cet événement et peut-être dans plusieurs années à venir. Permettez-moi de remercier, joignez-moi, vous en moi, pour remercier les panélistes, s'il vous plaît, un chaleureux applaudissement pour tous ces intervenants. J'ai maintenant le plaisir de présenter Victoria Sandoval, qui est la présidente de la Fédération internationale de spina et de l'hydrocéphalie. Elle est une leader mondiale sur la prévention et aussi tient beaucoup à bien sûr, à la prévention. Et sous son leadership, la Fédération est maintenant une voix très importante dans le mouvement mondial lié à la nutrition, surtout à la fortification de l'acide folique, avec, bien sûr, la prévention de la malformation du tube neural. Victoria, vous avez la parole. Merci infiniment. Distingués délégués, chers participants, je vous adresse mes salutations en tant que personne qui vit avec spina bifida moi-même. Et pour cette raison, être ici aujourd'hui et parler des micronutriments et la prévention de carences en micronutriments, c'est un sujet très intéressant pour moi parce que nous sommes ici en train de discuter non seulement d'une question de santé publique, c'est une question de justice, d'équité et de dignité humaine. Pendant des décennies, la science a été très claire. Fortifier les aliments avec l'acide folique est la politique la plus efficace du point de vue coût pour réduire les carences en micronutriments et leurs conséquences, y compris spina bifida. Ce n'est plus une théorie, c'est un fait avéré. La Fédération internationale pour le spina bifida a été au premier plan de ces efforts. Et en plaidant pour le rôle essentiel de la vitamine B8, et nous avons plaidé pour qu'il y ait une fortification des aliments à grande échelle. 95 pays ont adopté au moins une loi qui impose l'enregistrement obligatoire d'au moins un céréale industriel. Cette réussite n'est pas arrivée par hasard, c'est le résultat de la collaboration entre les gouvernements, les minotiers, les fournisseurs de vitamines et de minéraux, les organisations internationales et les institutions universitaires. Cela reflète un changement dans la réflexion que la fortification n'est plus perçue comme une seule exigence technique, mais comme une contribution très importante à la santé publique. L'adoption de la résolution de l'OMS 76.19 marque un tournant dans ce domaine et représente une transformation de comment nous abordons la malnutrition et la prévention des carences en micronutriments et en combinant bien sûr pour la première fois la santé et il est très important que cela soit visible sur le long terme. En outre, le fait que cela nécessite
des changements politiques majeurs représentent également un autre obstacle. Ces défis ne peuvent pas être abordés uniquement par la société civile. Cela nécessite des efforts coordonnés et concertés qui impliquent à la fois les institutions publiques et le secteur privé. En tant qu'organisation fêtière de notre communauté mondiale, notre mission n'est pas uniquement de prévenir, mais de veiller à ce que la prévention soit poursuivie avec le plein respect des droits des personnes handicapées. Cela signifie également remettre en cause certains récits. Pendant très longtemps, les femmes ont été laissées de côté et laissées à supporter les déformations, les malformations du tube neural, et cela n'est plus acceptable. Personnellement, en tant que mère et en tant que personne qui a le spina vida, je ne condamne pas ma mère pour cette condition. Mais c'est la société au contraire, parce que c'est la société qui est responsable pour créer un environnement qui protège chaque enfant dès la conception. Et l'OMS, la résolution de l'OMS représente un premier pas dans ce voyage, dans ce parcours. Le premier rapport de cette résolution 76-19 sera publié en 2026. Nous n'avons plus qu'un an pour agir. C'est le moment donc de porter à un plus haut niveau, d'intensifier les actions, de renforcer nos efforts de plaidoyer. Alors aujourd'hui, je vous lance un appel. Je vous appelle, vous, gouvernement, d'adopter des politiques nationales fortes, enracinées dans les preuves scientifiques et appuyées par la communauté. Au secteur privé, je vous demande de devenir des acteurs actifs en matière de santé publique. À la société civile, continue à exprimer la voix de ceux qui vivent tous les jours avec les conséquences de l'inaction. Et à la communauté mondiale, n'oubliez jamais que la prévention n'existe pas sans inclusion. Chacun d'entre nous peut faire la différence. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les changements se réalisent. Un changement, comment nous comprenons les droits humains, pas comme un luxe, mais comme un droit. Je vous remercie. Victoria, we want to thank you. Victoria, nous aimerions vous remercier pour ces propos qui viennent du fond du cœur et qui nous rappellent qu'il n'y a pas de victoire sans inclusion. Je crois qu'il est essentiel que nous nous souvenions que même si nous défendons la fortification, nous voulons également développer la prise en charge, et ce tout au long d'une existence, parce qu'au fur et à mesure que nous reconnaissons nos avancées sur le plan médical, nous apercevons que nous devons soutenir ces personnes tout au long de leur vie. Il ne faut pas les abandonner. Et je sais qu'il y a beaucoup de vastes programmes comme dans votre pays, et vous avez certainement également des programmes en place dans vos pays respectifs. Donc, allez, merci beaucoup. Nous allons encore applaudir ce que nous venons d'entendre. C'était vraiment un discours spectaculaire. Et maintenant, nous allons changer de vitesse un peu et nous allons entendre un deuxième panel dans quelques instants. Au fur et à mesure que les pays renforcent leur système de nutrition, de fortification, il faut que nous comprenions mieux comment remplir les lacunes existantes, comment la fortification peut nous y aider. Et aujourd'hui, nous allons entendre des experts qui essaient de générer de meilleures données, qui ciblent davantage leurs interventions en veillant à ce que la fortification alimentaire donne le maximum d'avantages à ceux qui en ont besoin. Je vais vous
présenter maintenant les différents intervenants. Tout d'abord, j'aimerais saluer Dr. Saskia Depar, qui est, que- qui est conseillère spéciale pour la nutrition au programme alimentaire mondial. Dr. Shruti Ikot, qui est également du programme donc, de l'Alliance d'innovation des données sur les micronutriments, et Senya Suntohan, et également Madame Anastasia Smith de l'Université d'Alabama. Nous souhaitons la bienvenue. Nous allons tout d'abord entendre Dr. Saskia Depar qui va nous parler de l'initiative du MAP pour configurer et prédire les lacunes des prises de micronutriments, des apports en micronutriments. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. De notre côté, je voudrais donner un aperçu de ce que nous faisons en utilisant les données existantes pour identifier les besoins en matière de micronutriments, où ces données sont les plus élevées ou sont les plus faibles, quels sont les changements de ces besoins. Nous avons deux approches analytiques que je voudrais souligner. D'abord, combler les lacunes en matière de nutrition où nous évaluons pour qui il est difficile d'avoir une alimentation qui peut satisfaire aux besoins en nutrition et donc dont les besoins en micronutriments sont plus élevés. Je vais vous montrer un graphique. Nous avons une plateforme qu'on appelle Enhance et nous avons de nouvelles initiatives avec la Fondation Gate qui s'appelle MIMI, et c'est l'abréviation de modélisation et de cartographie des carences en micronutriments. Nous utilisons des données pour cela. On peut donc estimer les risques de l'insuffisance au niveau sous-national entre différents groupes. On peut évaluer l'impact sur les interventions à travers le modélage. Si nous modélons, par exemple, la fortification, différentes spécifications, différents niveaux, différentes conformités, on peut alors évaluer l'impact. On peut aussi, bien sûr, évaluer la réduction des risques lorsqu'on utilise certains systèmes pour les aliments enrichis. On peut utiliser des scénarios et l'équité pour est-ce qu'on atteint les plus vulnérables et aussi les risques, les autres risques. Et tout ce qui est décidé, bien sûr, c'est en partenariat avec les parties prenantes dans le pays. La méthode essaie de voir comment on peut appuyer au mieux l'adaptation, l'introduction des programmes de fortification et d'autres programmes de déficience ou de carence en micronutriments. Voilà la cartographie que nous faisons avec, dans le cadre du programme MIMI. Vous pouvez voir ici pour l'Éthiopie le risque de carence dans le pays. Et ensuite, quand on fortifie les farines ou l'huile, la couleur change. On ne voit plus le rouge, on voit du jaune foncé. Et quand on rassemble tout cela, il y a encore une plus grande possibilité de réduction. Avec ces modélisations, nous faisons aussi des prédictions. Nous essayons de voir des indicateurs qui peuvent prévenir, projeter une projection des effets. On le fait pour les pays où nous n'avons pas des données aussi riches que cela ou entre certaines périodes, nous le faisons, ou entre, les situations peuvent changer pour que nous ayons les prévisions nécessaires. Et si nous essayons de voir qui peut bénéficier de la fortification, de l'enrichissement des aliments, et le meilleur cas, c'est ce qui est en cercle, et avec la farine de blé et de l'huile. On peut le voir en milieu rural aussi, on voit des fourchettes des revenus et parmi les plus pauvres, on les voit en bleu, les lignes bleues au milieu. Et là, l'impact est le plus élevé et qui doivent donc, qui bénéficieront le plus
de la fortification pour réduire les carences en micronutriments. En milieu rural, c'est différent parce qu'il y a moins d'accès à ces vecteurs en milieu rural. Alors, l'application, la matrice du caractère abordable, et ça montre la courbe des dépenses et ça montre deux lignes de coûts. Le coût de l'alimentation, la ligne en bas, c'est simplement satisfaire aux besoins en énergie et en haut, vous avez une alimentation bien équilibrée. Donc, vous avez une bonne partie de la population qui est très loin du maximum et qui auront une... Et plus le cas est élevé, plus les risques sont avec les programmes d'assistance sociale qui fournissent des... On a entendu bien sûr le cas du Bangladesh, de bons exemples du Bangladesh de l'Égypte aujourd'hui, où il y a une intention d'avoir accès à la nourriture riche en nutriments. Nous sommes en train de réduire ce fossé du point de vue des revenus et aussi l'accès à plus d'éléments riches en nutriments. Et donc, on peut voir ainsi au niveau conceptuel comment réduire ce risque. La dernière diapositive montre des exemples de porter à plus grande échelle l'utilisation de la fortification à travers des programmes d'assistance sociale et l'assistance humanitaire. Et un dernier point, l'assistance humanitaire, pour avoir l'accès à la nourriture fortifiée pour la distribution, nous comptons beaucoup sur les pays qui ont des programmes de fortification à un certain niveau dans leur pays, parce qu'il est très difficile d'avoir les sources et d'envoyer à beaucoup de pays à la fois. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment pour ces remarques qui nous rappellent que si nous sommes tous en faveur de la fortification dans le monde entier, nous avons envie aussi d'en savoir plus, de connaître de manière précise comment les choses se passent. Et même dans des pays comme l'Éthiopie, qui est un pays leader, il y aura toujours des challenges, des domaines où les choses ne seront pas si faciles. Voilà, merci beaucoup, Saskia. Et maintenant, nous allons entendre Dr. Shruti Siriak à propos de l'échange de données dans le monde sur la fortification. Et merci à tous, merci à ceux qui nous écoutent également en ligne. Je suis ici pour vous dire que dans notre alliance, nous travaillons avec 4 organisations spécialisées et les données sur l'enregistrement sont visualisées et diffusées par GFDX afin de fournir des informations utiles aux décideurs nationaux et régionaux ainsi qu'aux parties prenantes mondiales. GFDX fait en sorte que les données sur l'enregistrement sont accessibles et exploitables afin de réduire de manière sûre et efficace les carences en micronutriments. Nous avons donc les données en particulier. Nous avons des données nationales qui sont disponibles pour 196 pays sur 5 aliments de base, la farine de maïs, l'huile, le riz, le sel et la farine de blé. Nous avons également un site web que l'on peut visualiser de manière globale et aussi par pays. Nous avons également des analyses, des interprétations de ce que signifient ces cartes et qui sont facilement accessibles à tous les utilisateurs. Et enfin, aux fins d'utilisation, nous aimerions que les utilisateurs transmettent ces données à leurs décideurs sur le plan politique afin que des décisions en conséquence soient prises en matière d'enrichissement. Maintenant, je reviens à la diapo précédente. Donc, toutes ces données sont librement accessibles et une nouvelle version d'ailleurs de ce site web présentera des possibilités de traduction dans plus de 180 langues. Et je vais vous montrer maintenant tous les indicateurs dont nous disposons au GFDX. Ça va vous sembler un peu beaucoup, mais je voulais juste vous dire qu'il y a 3 catégories d'indicateurs. Nous avons donc
Dans un premier temps, le premier groupe d'indicateurs qui estime la possibilité d'enrichissement dans un pays particulier en tenant compte de l'apport par habitant, la disponibilité des vecteurs alimentaires dans un pays, la proportion d'aliments transformés industriellement et la couverture potentielle maximale d'un aliment fortifié pour que vous sachiez si cet aliment peut être utilisé. Le second groupe d'indicateurs cible les bases des programmes d'enrichissement dans un pays donné. Il permet de visualiser le statut des législations, les normes en matière d'enrichissement et les protocoles de suivi. Et enfin, nous avons un troisième ensemble d'indicateurs qui évalue les performances d'un programme d'enrichissement dans un pays donné. Il tient compte du degré de la conformité, la couverture en matière d'enrichissement, outre une analyse des impacts de l'enrichissement. Ici, dans cette diapositive, vous avez un exemple de la manière dont vous pouvez utiliser GFDX pour les décisions à prendre au niveau d'un pays. Si vous voulez savoir parmi ces 5 articles, lesquels de cet article peut être fortifié, vous voyez par exemple que l'huile doit être obligatoirement enrichie depuis 1965. Et donc, cet enrichissement est obligatoire. Si ce pays veut choisir un autre aliment à enrichir, il regardera quels sont les indicateurs de possibilité d'enrichissement. Et vous voyez ici que le sel constitue une bonne possibilité en raison de son apport élevé. Donc, je choisirai ensuite le sel. Et ici, vous verrez encore dans mon dernier diapo, vous allez voir un exemple de visualisation globale qui permet de comparer les normes en matière d'enrichissement avec les lignes directrices de l'OMS. À gauche, vous pouvez donc choisir différentes informations. Vous pouvez chercher un pays sur la barre en haut à gauche. Les filtres déroulants sur le côté droit vous permettent de vous concentrer sur différents niveaux de revenus, de régions géographiques. Et vous pouvez également passer en revue donc tous les pays qui vous donneront et afficher tous les tableaux qui vous donneront des informations correspondant aux filtres sélectionnés. Voilà donc les efforts de collecte des données GFDX. Et vous avez également des informations vous permettant de savoir comment avoir accès au GFDX. Regardez donc le tableau concernant votre pays. Si vous avez des questions à nous poser, il n'y a pas de problème. Nous allons lancer un nouveau site web dans les mois qui viennent. Et nous aurons également une enquête sur la collecte des données dans les mois à venir. Donc, restez en contact avec nous. Alors, merci. Wonderful collaboration and Excellente collaboration et l'intelligence d'action pour vous pouvez aller voir votre propre pays et voir les données qui concernent vos pays respectifs. Maintenant, Dr. Swana va nous parler d'une initiative pour merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vais présenter ce travail au nom de l'équipe que vous pouvez voir à l'écran actuellement sur l'estimation de l'impact des programmes de fortification des aliments à grande échelle sur les carences en micronutriments alimentaires et leur coût de mise en œuvre. Alors, comme GFDX vient de le dire, plusieurs pays ont la législation en place de ce programme et qui permettent de réduire les carences en micronutriments avec beaucoup d'avantages sanitaires si ces programmes, bien sûr, sont bien conçus et bien mis en œuvre. L'impact mondial et le potentiel d'amélioration demeurent inconnus. Alors, ce modèle d'estimation analyse ces 3 scénarios. D'abord, quand il n'y a pas de fortification ou pas d'enregistrement. Deuxièmement, le programme en cours de mise en œuvre et aussi comment on améliore la conformité d'au moins 80%. Alors, chaque scénario, c'est une estimation de l'apport quotidien en micronutriments et de la prévalence d'un apport insuffisant pour chacun des 34 groupes d'âge et de sexe dans 185 pays. Pour 13 pays de l'Union européenne, on voit ici que l'analyse montre que les programmes de fortification à grande échelle empêchent déjà 7 milliards d'apports inadéquats en micronutriments dans le monde, ce qui est un impact très important et qu'on a pu
atteindre à travers le fer et l'iode. Et le nombre de personnes qui ont des apports inadéquats ont été pris en compte. Et en dépit de l'impact des programmes en place aujourd'hui, 48,8 millions d'apports inadéquats en micronutriments existent. Bien sûr, il y a encore lieu à procéder à des améliorations, puisqu'on estime à 38,8 milliards le nombre d'apports insuffisants. Alors, si on augmente à 90%, on pourrait un taux de conformité de moins 90% avec le programme de fortification actuel permettrait d'éviter une augmentation de la consommation et les gains les plus importants proviennent de l'enrichissement en vitamine A, dont le respect accru permettra d'éviter l'apport insuffisant chez 1,1 milliard. Alors, ces interventions à grande échelle ne sont pas très coûteux. Ça va de 1 cent à 1,12 cent par personne. Et dans les interventions où sont très peu coûteuses, et on pourrait avoir un triplement des résultats par habitant en raison de l'élargissement de la farine de blé et du riz. Et pour la farine de maïs, une augmentation de 0,2%. Cela ne représente qu'une fraction d'une alimentation saine qui est estimée à 3,96 $ par personne par jour. En conclusion, la fortification à grande échelle fait déjà un impact, mais environ 7 milliards d'apports inadéquats à éviter. On peut améliorer cela uniquement avec 6,2 milliards d'apports inadéquats. Des efforts à long terme sont nécessaires pour permettre une alimentation saine et réduire et améliorer la conformité. Merci. Parfait, merci. Finalement, la fortification requiert un véhicule, n'est-ce pas? Et je vais demander maintenant à Anastasia, ma collègue de Bien Smith, Anastasia Smith, d'évoquer un sel qui pourrait en fait changer complètement la donne, à savoir un sel doublement enrichi. Bonjour. Je m'en vais vous donner une mise à jour sur donc ce sel iodé doublement enrichi en acide folique. Actuellement, les efforts de prévention, comme vous le savez, montrent qu'environ un quart seulement des cas de carence en vitamine A sévère sont évités. Cependant, une grande étude de modélisation qui montre que si le sel était enrichi en acide folique, cela permettrait de prévenir 65% des cas supplémentaires. Chaque année, on le voit très bien sur la carte, ici, avec la fortification actuelle en blé, en maïs et riz, du maïs, du blé, du riz. Alors, maintenant, pour ce qui est du sel. Ensuite, s'il vous plaît, je peux voir la diapo suivante. Enfin. Quoi qu'il en soit, pourquoi le sel? Le sel est bon marché, tout le monde en mange. Nous avons déjà une transformation centralisée de l'utilisation du sel, donc l'infrastructure est déjà en place. Il y a eu en fait 3 études qui se sont penchées sur le sel doublement enrichi et chez les femmes. Première étude vient des États-Unis. Très facile de donner du sel aux femmes et pour voir donc une partie de la population préfère les produits à base de maïs plutôt que ceux à base de blé. Or, la farine de maïs n'est pas enrichie, ce qui rend cette population vulnérable. À droite, nous avons une étude de l'Inde qui nous vient de l'Inde avec la participation du Dr Ogu. Et là, leurs données montrent que l'augmentation par 3 chez la femme de niveau de protection. Donc, vous voyez l'impact que peut avoir la fortification
du sel. Une troisième étude est actuellement réalisée en Éthiopie et nous espérons recevoir les résultats très bientôt. Toujours est-il que ce qui est très important, les données, c'est une bonne chose, mais qu'en est-il de la population? Qu'en est-il des personnes qui consomment le sel? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que, bon, tout dépend aussi de la concentration du sel. Donc, l'étude en Inde montre que le sel était acceptable en termes d'apparence. De goût, il n'y avait pas de plainte de la part des participants dans l'étude américaine. On voit que plus de 90% des participants estimaient que le goût et la couleur n'avaient aucune incidence sur son utilisation. Et quant à l'étude en Éthiopie, et les résultats sont analogues. Aucune femme n'a quitté l'étude pour cause d'inacceptabilité de ce sel. On peut le dire donc, au niveau de la population, il n'y a pas de problème avec le goût ni la couleur de ce sel. La conclusion en est que les études ont montré une augmentation significative des concentrations sériques de folate, c'est une bonne chose. Le goût et la couleur ont été très bien acceptés par les participants dans l'étude. Le sel pourrait potentiellement compléter les efforts actuels d'enrichissement visant à augmenter les niveaux de folate et le sel enrichi en folique est prometteur. Voilà, merci. And we'll keep the program moving. Alors, on va avancer avec le programme. Malheureusement, nous n'avons pas de temps pour les questions et d'autres explications supplémentaires. S'il vous plaît, essayez de recontacter ces intervenants à la fin de ce programme, de cet événement. Nous avançons très bien. Et maintenant, nous allons parler de quelques témoignages de l'enregistrement. Donc, nous allons accueillir d'autres intervenants, Dr Salima Al-Mamari, directrice de la nutrition au ministère de la Santé au Sultanat d'Oman, Madame Marie Montoni Moroki, secrétaire principale au département d'État pour la santé et les normes professionnelles, ministère de la Santé du Kenya. Je salue nos panélistes et merci beaucoup. Dr Salima, le sultanat d'Oman a enregistré des progrès remarquables dans son programme d'enregistrement des aliments. À votre avis, quel a été le facteur clé pour qu'il y ait une mise en œuvre si rapide et si efficace? Merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir associés à cette session très importante. Bon après-midi à vous, présents dans la salle, et à ceux qui sont en ligne. Le programme d'enregistrement a été lancé en 1976 du sultanat d'Oman et la réussite dépend de plusieurs facteurs qui ont fait en sorte qu'il y ait une mise en œuvre rapide. Tout d'abord, le programme a été appuyé par une très forte volonté politique dès le départ. Et ce soutien sans faille a été une fondation importante pour l'enrichissement, pour que ce soit une priorité nationale. Et surtout, il a été rendu obligatoire et de faire preuve d'engagement très clair pour la santé publique. Et l'un des éléments essentiels dans ce processus était la communication ouverte et avec toutes les parties prenantes, surtout les minotiers. Ces minotiers qui fournissent le principal métier qui fournit plus de 90% n'était pas informé, mais était intéressé dès qu'on leur a fait savoir que l'enregistrement de ces farines pouvait avoir un impact positif sur la population. Et cela a été très important. Un autre facteur, c'est se servir des médias nationaux pour informer le public, sensibiliser à travers des communications transparentes afin que la population puisse avoir confiance à la nourriture enrichie. Et aussi, la mise en œuvre rapide a été possible parce que Oman a déjà en place une industrie
minière très importante. Et on n'avait pas besoin d'équipements supplémentaires. Il suffisait tout simplement d'avoir les éléments fortifiants. Et la collaboration multisectorielle a joué un rôle important. Les ministères, les capitaines d'industrie, les partenaires internationaux ont travaillé ensemble avec une vision commune. Le programme a été aussi appuyé par un suivi constant et un mécanisme de surveillance, et nous avons la chance aussi d'avoir les données en place. Tout cela était clé à la durabilité, l'enregistrement des cas de malformation du tube neural en donnant des preuves et on peut étayer le programme. Nous avons les données, bien sûr, depuis des malformations du tube neural et maintenant sur une base annuelle, à la suite de la mise en œuvre de ce programme, nous avons une évaluation et cela se retourne à encourager l'engagement des fabricants, des producteurs pour s'engager dans la réduction des malformations du tube neural et pour que les femmes du pays aient une grossesse normale. Ils ont pu comprendre à travers nos actions que la fortification n'est pas une charge, mais ça sauve des vies. Et cet enregistrement des aliments a permis d'améliorer la santé maternelle et infantile. Les menotiers se sont toujours appropriés en Oman de ce programme et leur rôle pour amoindrir la souffrance des familles, cela a inspiré au niveau national et à l'échelle mondiale. Thank you very much, Dr. Salima. Merci beaucoup, Ruki, would you please tell us Salima. about Kenya's Madame fortification Ruki, journey? pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la fortification au Kenya? Comment envisagez-vous de renforcer les programmes d'enrichissement alimentaire au Kenya dans les années à venir? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. D'abord, je veux vous dire à quel point c'est un plaisir quand on vient du Kenya que de participer à un événement comme celui-ci. Les déficiences en micronutriments affectent un très grand nombre de personnes. Et les enfants en bas âge au Kenya sont confrontés à des déficiences et 26% des personnes, des femmes enceintes sont anémiques. Donc, il est important de s'en soucier. Le Kenya s'est engagé il y a longtemps déjà en faveur de l'enrichissement alimentaire et nous avons déjà donné du sel iodé au siècle passé, ce qui a permis de passer de 16% en 1994 à 6% de personnes touchées en 2004. Aujourd'hui, 99% des familles consomment du sel iodé. Nous avons également préparé des huiles et des farines qui sont maintenant fortifiées grâce à des complexes vitaminiques, vitamine A, zinc pour les farines et les vitamines A, D, E, K pour les huiles et les matières grasses. Et depuis lors, on est passé de 18% en 2017 en matière de consommation à 84% en 2021. Ainsi, la farine de maïs est passée de 16, la consommation est passée de 16 à 40%. Il y a également un programme de renforcement du riz grâce
à l'Alliance du Kenya pour la fortification. Et nous avons également des laboratoires qui garantissent la qualité de ces micronutriments. Et avec le monde universitaire, nous avons à l'université également un secteur de l'agriculture qui nous aide à aller de l'avant pour tenir compte de l'importance de ces questions. Cela dit, les défis persistent. Parfois, nous n'avons pas suffisamment de données concernant les micronutriments. Il y a quelques lacunes, quelques barrières également pour les minotiers. Cela dit, la fortification fait vraiment partie de l'action, du plan d'action au Kenya, et de manière à atteindre une couverture universelle. Et on a préconisé au niveau communautaire l'importance de l'enrichissement de plus de 107 800 promoteurs de ces programmes un peu partout dans le pays. Ce sont des individus qui vont donc d'un foyer à l'autre et leur travail consiste à identifier les lacunes qui existent dans nos communautés et pour les envoyer à des personnes qui ont les capacités de les aider. Donc, ces promoteurs jouent un rôle clé. Nous avons également pu cartographier nos réseaux de soins primaires et ce, de façon à distribuer tous les produits de base dont nous disposons aujourd'hui et pour qu'ils puissent atteindre des zones reculées. Et le lancement aussi de la couverture universelle de notre pays avec les soins de santé primaire joue également un rôle clé. Et c'est pourquoi le Kenya a vraiment pu avancer. Et nous avons également des partenaires sur le plan régional et international pour promouvoir les innovations, renforcer l'industrie locale et accélérer les progrès ainsi vers les objectifs de nutrition au niveau mondial. Nous ne devons pas rester à pays à part, nous devons collaborer et sur la base de partenariats et réels, sérieux, de façon à atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Et je serai ravie de continuer à collaborer avec vous. Je remercie les deux intervenants. Quelle énergie et quelle action, intention et engagement surtout. Et tout cela va être poursuivi après cela. Mais avec la passion, il y a aussi le temps. On n'est pas encore à la fin pour ceux qui sont en ligne et qui sont dans la salle, s'il vous plaît. Levez bien la tête parce que nous passons maintenant au dernier panel. Et encore une fois, merci. Et le dernier panel comprendra deux personnes. Je vais les présenter à vous. Ce panel qui va parler de la collaboration entre donateurs, secteur public, secteur privé et société civile pour faire progresser l'enrichissement des aliments. On a besoin d'eux. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à Kathleen Smurftes, responsable du plaidoyer et de la communication en matière de nutrition, Fondation Gates. Dr. Jacob Ahmed, directeur national du Rich and Our Foundation de l'Éthiopie et membre du Rotary Club d'Addis Abeba Ouest. Alors, pendant que Jacob s'installe, et c'est un travail très important que vous avez. On sait que vous êtes très motivés tous les deux. Kathleen, d'abord, pourquoi l'enrichissement des aliments est maintenant très important pour la Fondation Gates et comment cela cadre avec les objectifs généraux de la Fondation Gates? Merci, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. J'ai eu la chance de travailler avec nombre d'entre vous.
Et c'est merveilleux d'être avec vous. Ce sera très rapide parce que je sais que je peux me connecter avec nombre d'entre vous. L'investissement de la Fondation Gates dans l'enrichissement alimentaire reste une priorité. Vous connaissez les statistiques, la nutrition d'un moteur oui, nous montre à quel point les enfants sont donc directement touchés par de nombreuses maladies. Il est important d'inverser ces tendances. Nous, notre fondation, nous sommes bien sûr, nous investissons beaucoup dans les micronutriments, nous investissons beaucoup de temps et d'énergie dans la recherche de ressources pour la fortification alimentaire. Il est important d'insister là-dessus. On a dit pourquoi tout à l'heure. Il s'agit d'un des effets les plus efficaces que nous ayons pour réduire les malformations. Néanmoins, nous n'avons pas encore ce type d'investissement n'a pas encore atteint pleinement ses objectifs. Voilà pourquoi nous investissons dans l'innovation, nous formons des coalitions avec des défenseurs de la fortification. Nous avons des partenariats avec nombreux d'entre vous, en particulier dans le secteur de l'industrie, parce que nous croyons qu'ainsi, nous pouvons vraiment élaborer des programmes qui seront faisables et réalisables. Thank you, Caitlin. Merci, Kathleen. Nous avons été un peu surpris parce qu'elle a été brève et elle est droit au but, ce qu'on aime. Alors, cela veut dire que nous avons les données, l'engagement et quoi d'autre? Le réseautage. Jacob, comme vous êtes le dernier intervenant, vous allez porter un certain nombre de casquettes. Vous êtes directeur national de ce qu'on appelle Rich Hanover Foundation. Vous faites aussi le plaidoyer pour accroître l'accès aux aliments de base fortifiés. Vous êtes membre de votre club Rotary qui commence à faire la différence dans la prévention des spina bifida. Vous allez nous parler du rôle de la société civile dans le cadre des programmes de l'enrichissement des aliments et surtout à grande échelle, passer à grande échelle. Dites-nous votre parcours très encourageant. Merci beaucoup. Alors, notre organisation Rich Hanover Foundation lève des fonds pour les femmes enceintes ainsi que les personnes qui ont le spina bifida. Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs organisations. Je crois que notre collaboration est très importante avec le Rotary Club. Nous collaborons avec le Rotary Club International avec un programme de prévention, la supplémentation à l'acide folique. Et avec ce programme spécifique, j'ai appris que Rotary International, son impact peut être porté à plus grande échelle de façon considérable et mieux avec la prévention, bien sûr, de spina bifida à travers l'acide folique. Parce qu'on a vu, par exemple, le Rotary a joué un rôle dans l'éradication de la polio. J'ai vu cette expérience. Et en tant qu'organisation de la société civile en Éthiopie, bien sûr, la société civile a plusieurs rôles et beaucoup sont avec nous dans cette salle. J'ai vu trois choses importantes sur lesquelles la société civile peut mettre l'accent, le plaidoyer et l'engagement pour l'action. C'est la première chose. Vous serez surpris combien de personnes n'ont aucune idée quant à la fortification ou l'enrichissement alimentaire, alors que ce sont des cadres supérieurs dans leur organisation. Quand on leur parle de l'enrichissement alimentaire, ça a l'air tout à fait nouveau comme concept. Donc, nous avons fait beaucoup de plaidoyer et travailler avec la communauté. C'était un message très important que je voulais partager avec vous tous et toutes. Deuxièmement, le deuxième panel, déjà, le panel avant nous l'a déjà très bien expliqué. J'ai travaillé aussi au ministère pendant plusieurs années. La visibilité des données, la visibilité des informations pour que les décideurs prennent des déclarations éclairées, c'est très important parce que parfois c'est caché sous des grands programmes. Et comment l'enrichissement peut permettre de prévenir la mortalité infantile et maternelle et infantile. Et tout cela doit être clairement expliqué. Les ONG, les organisations de la société civile peuvent travailler pour que cela se traduise en réalité. Enfin,
tout revient à la question des ressources. Les pays comme le mien, nous avons plusieurs priorités en concurrence. Parfois, la nutrition, étant donné que ce n'est pas très visible dans le système, et l'enregistrement ou la fortification ressemble à quelque chose de distinct comme intervention. Et ce n'est pas donc en haut de la priorité. Donc, il faut que la société civile, à travers ses réseaux, son réseautage, peut apporter beaucoup de ressources au pays, techniques et autres. Je l'ai senti dans mon parcours et c'est pour cela que c'est de cette manière qu'on peut parvenir à un enrichissement alimentaire à grande échelle dans n'importe quel pays. Merci. Merci à vous deux. À présent, nous allons en rester là. C'est le grand plaisir de vous présenter le dernier intervenant. Kemal Galban est un neurochirurgien pédiatrique dans la pédiatrie en Colombie, un défenseur de la santé mondiale. Il a joué un rôle fondamental en préconisant la fortification alimentaire pour prévenir les malformations du tube neural. Et il n'est pas facile de passer du niveau politique au niveau de la défense de tels problèmes. Il a joué un rôle fondamental en travaillant avec le gouvernement colombien et aussi à l'Assemblée. Il a fait adopter des résolutions qui ont joué un rôle fondamental pour l'adoption de celle que nous connaissons ici, qui a été adoptée il y a 2 ans. J'aimerais que maintenant il fasse quelques remarques finales. J'essaie d'accélérer les choses, voyez-vous, pour que vous puissiez ensuite trouver encore quelque chose à manger. Voilà, je donne la parole. Kemal Galban. Greetings everyone in person and online. Salut tous, que vous soyez ici en personne ou en ligne. Aujourd'hui, la science, le leadership et les engagements sont étroitement liés. J'ai tout d'abord remercier les intervenants, y compris les représentants du Bangladesh, de l'Égypte, du Kenya, d'Oman, du Pakistan et des Philippines, ainsi que nos panélistes, diverses organisations et pays. J'aimerais aussi remercier nos autres dévoués, le Nutrition International, Kellen International, le réseau mondial, le PAM, la Fondation Gates, l'Organisation internationale pour l'Australie. Donc, à partir de toutes ces interventions aujourd'hui, 3 messages clairs résonnent. Tout d'abord, les preuves sont claires. La fortification sauve des vies, prévient les handicaps et donne une résilience. Et les opportunités sont là pour compléter cette résolution 76.19 de l'Assemblée. Et chaque année, nous pouvons donc on peut faire baisser le taux d'anémie en particulier. Ceci grâce au fait que nous devons tenir compte de la manière dont les adultes sont également touchés. Il faut donc bien comprendre que la fortification est réalisable et a un vaste impact. Nous ne sommes pas partis de zéro. Cette expérience que nous avons entendue aujourd'hui nous montre que nous nous fondons sur des bases solides. Néanmoins, pour la fortification à large échelle, pour qu'elle soit couronnée de succès, il faut de la volonté politique, des investissements durables et des investissements à long terme, surtout dans la mise en œuvre
la surveillance internationale et bien sûr toutes les mesures qui déboucheront sur une vraie durabilité. Je pense pas sur le premier rapport du secrétariat qui sera présenté l'année prochaine. Et j'aimerais d'ores et déjà vous faire part d'une étude que nous avons menée à l'Université de la Savannah en Colombie. Nous avons analysé l'état de la fortification dans 169 États membres en tenant compte des échanges de données aussi sur la fortification. Et les rapports officiels que nous avons reçus, nous avons pu ainsi classer la nécessité de changer donc d'échelle la surveillance de la situation. Plus de 37 pays actuellement ont besoin de modifications sur le plan réglementaire pour modifier donc l'enrichissement. Et 1% seulement dispose d'un statut qui permet de tenir compte de tous les produits de base et peuvent nécessitant donc une fortification. J'aimerais maintenant vous laisser 3 messages. Tout d'abord, l'urgence. Cette année, nous l'avons dit, 2 millions de personnes vont souffrir de carences en micronutriments. Ceci est inacceptable. Et plus important encore, on pourrait le prévenir. Deuxièmement, l'équité. La fortification alimentaire est une des interventions les plus que l'on peut vraiment réaliser. Et il faut également mobiliser maintenant la volonté politique au niveau mondial. La résolution ouvre la porte à davantage de redevabilité, d'investissement et de coordination réelle. Il est temps d'agir. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut soutenir les gouvernements, les aider à mettre en œuvre des politiques qui soient fortes en matière donc d'enrichissement et tirer parti des partenariats comme ceux représentés ici pour accélérer les innovations et veiller à ce que les communautés soient pleinement engagées et bénéficient également de ces politiques. Voilà donc notre appel qui est lancé au monde. Exprimons-nous d'une seule voix. La fortification est un impératif moral et un grand investissement. Ensemble, nous pouvons vraiment vaincre la faim. Urgency, equity, L'urgence, l'équité, opportunity, les resulting in a opportunités qui moral débouchent imperative. It sur un doesn't get impératif simpler moral. or more direct than that. On ne pouvait pas faire There's plus no better simple way to et plus close direct. it. Et de pas meilleure manière de Any clore comment? cette Any réunion. I'm Encore un lost of commentaire. words. Je ne trouve plus mes mots. perfect closure? Merci, Mel? c'est parfait. We're gratitude. Thank you. Il Thank vous you to échappe everybody très for bien. coming. Alors, tant pis, Enjoy merci, some merci snacks. à vous tous de vous être rejoints à nous. Merci beaucoup. 1 second. I want to, Encore un pardon me, instant, before everybody excusez-moi, stands, avant we que vous must give vous leviez, proper nous devons recognition to absolument Kristen and the game remercier team for Christine pulling together et toute son an utterly équipe exceptional program. qui a organisé donc cette réunion. Merci infiniment.